Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre espace Tribune d'honneur. Tribune d'honneur est un espace des jeunes, par des jeunes et pour des jeunes. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons Gaylor Poabou. Gaylor Poabou est une figure emblématique de notre diaspora, des jeunes qui ont été à la première ligne du front, s'il faut le dire, de notre diaspora. Quelle est sa position actuelle? Est-ce qu'il est toujours contestataire? À vous de découvrir tout à l'heure cet entretien que va nous accorder Gaylor Poabou. C'est parti. Bonjour, Monsieur Gaylor Poabou. Bonjour, très cher Manasseh Gongwe. Alors, aujourd'hui, sur la place de Paris, vous êtes un visage emblématique, un visage qui est très connu de tous, d'ailleurs. Et hier, vous étiez dans plusieurs collectifs. Ou s'il faut dire que vous êtes encore dans plusieurs collectifs. Vous êtes notamment dans le collectif Ça Suffit, vous êtes dans le collectif Incarner l'Espoir. Mais vous avez aussi une attribution de combattant, comme nos frères de la RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous reconnaissez dans cette veste de combattant? Merci pour la question. Mais je dirais qu'il faut savoir que l'appartenance, sinon la reconnaissance en quelque chose, c'est d'emblée important. Pourquoi? Parce que quand une personne vient au monde, il y a un endroit où ce dernier a vu le jour, donc comme moi du Congo-Brazzaville, et donc j'appartiens au Congo-Brazzaville. Je suis un sujet, si je commets un délit ici en France, on dira un sujet congolais de Brazzaville. Donc dire que j'appartenais à un mouvement appelé combattant, je dirais non. Pourquoi? Parce que en fait, il n'y a jamais eu une organisation juridique organisée au niveau de la France, des Congolais de Brazzaville, appelée Association des combattants, par exemple. Mais par contre, nous nous retrouvions hier avec des frères qui faisaient partie aussi d'autres associations, comme les Indignés, comme le collectif Sauvons le Congo. Et moi, en ce moment-là, j'étais un membre du collectif Ça Suffit, dont je suis l'un des pères fondateurs. Est-ce que vous y êtes toujours ou vous avez quitté le collectif Ça Suffit? Bon, pour le moment, je pense qu'il y a une vraie remise en question concernant un peu tout ce qui se passe, avec un peu de recul. J'ai essayé de voir comment est-ce qu'on pourra parler Congo, conjuguer Congo et manger Congo. Parler Congo, conjuguer Congo, manger Congo. Aujourd'hui, on parle de vous aussi aux côtés de l'équipe d'Andrea Gombe, qui est candidat aux élections présidentielles de 2021. Candidat déclaré, on ne sait pas si sa candidature sera acceptée ou pas. Est-ce que la responsabilité que vous avez au sein du collectif Incarner l'Espoir, aujourd'hui, vous continuez de l'assumer? Pour l'instant, je vous dirais que ma prise de position est un peu en suspens. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ça soit du collectif Ça Suffit et de la dynamique d'Incarner l'Espoir, j'ai pris un peu de recul et je me suis posé 2 ou 3 questions. Je me suis dit qu'il y a un travail à faire. Vous avez dit très bien que est-ce que la candidature du candidat Andrea Gombe sera acceptée au niveau des institutions de notre pays. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, je me suis dit qu'il y a des préalables, il y a un travail qu'il faut faire afin de permettre au candidat Andrea Gombe ou au candidat qui sera désigné, sinon élu, des primaires de la diaspora, pour aller tranquille. En tout cas, je suis pour les élections présidentielles de 2021 au Congo-Brazzaville. Parce que, en fait, que ce soit les candidats de l'opposition au niveau du pays, que ce soit les candidats de la diaspora, on peut dire entre guillemets, parce que les gens ont tendance à confondre les choses. La diaspora n'est pas une entité politique. La diaspora, elle est multidimensionnelle, je dirais. Dans la diaspora, il y a la société civile, il y a les hommes politiques qui font partie des structures comme Incarner l'Espoir et l'UPADS, le PCT et autres. L'Espoir, c'est pas une structure politique. Si. Se définit comme société civile. Non. D'après beaucoup d'interventions d'Andrea Gombe, Incarner l'Espoir se définit comme société civile. Le collectif Ça Suffit est
une association de la société civile qui a des objectifs qui sont définis. Donc, faire des plaidoyers, lutter contre les malversations économiques, tout ce qui est arrestation arbitraire et tout. Et nous étions plongés dans tout ce qui est dossier des plaidoyers et autres. Ce collectif-là, le collectif Saint-Sophie, travaille en parfaite corrélation avec d'autres ONG, dont Global Witness et autres. Et donc, sur ces sujets-là, le collectif Saint-Sophie est une structure de la société civile. Le collectif Saint-Sophie, même si un homme du pouvoir a des problèmes au niveau du pays, le collectif Saint-Sophie a l'obligation de se lever, de dénoncer ces malversations. Donc, au-delà de ça, il y a eu une autre structure, donc je pourrais dire qui est le bras politique, qui a été insufflé par les membres du collectif Saint-Sophie, qui est Incarner l'espoir. Incarner l'espoir a aussi d'autres objectifs, dont aller au pouvoir, travailler pour le pays, parler de la politique en tant que telle. Parce que on ne peut pas être candidat normalement, parce que quand on parle de l'élection présidentielle, directement, il y a la question phare qui revient toujours, qui refait surface, c'est la question de la gouvernance électorale. Et donc, sur cette question, normalement, cette organisation, elle est dite paritaire. Et normalement, je ne sais pas si vous avez suivi l'intervention de monsieur... Nous allons en parler, l'intervention de monsieur Tati Mabela, parce que si je parle de ça, parce que normalement, pour lui, la société civile ne devait pas... La société civile ne devait pas faire partie de cette commission électorale. La société civile, c'est... Et donc, un candidat issu d'une structure politique, une fois reconnu au niveau du pays, aura bien sa place au niveau de cette structure dite de la commission de la gouvernance électorale de notre pays. Guélon Pabou, on va parler des primaires de la diaspora, mais tout d'abord, on a appris que vous avez déposé une démission au sein du collectif Incarner l'espoir. D'abord, est-ce vrai? Si oui, pourquoi? Mais écoutez, c'est comme je vous ai dit, après mûre réflexion, je me suis dit, ils ont du travail à faire. Et moi, je me suis dit qu'il était important pour moi de régler 2 ou 3 points, 3 questions qui pourront permettre à ce que le candidat de la dynamique Incarner l'espoir, sinon le candidat qui sera élu lors des primaires de la diaspora, arrive à déposer leur candidature au niveau du pays et que ça soit accepté. Parce que hier, nous étions, je peux dire, entre guillemets, dans cette forme d'opposition, de la contestation contestataire. Moi, je me suis dit qu'il va falloir que nous sortions de cette image-là, parce qu'il y a des préalables. Et moi, je pense que le candidat d'Incarner l'espoir, il est en pré-campagne, il est en train de communiquer avec les Congolais, leur parler de son projet, de société et tout. Mais moi, je me suis dit, ensemble, on ne pourra pas résoudre tous ces problèmes-là. Et donc, au pays, on parle du dialogue. Comme par hasard, les hommes politiques de l'opposition de notre pays, ils parlent toujours du dialogue à la veille des élections. Et étant donné que c'est une période cruciale pour notre pays, et comme on dit, pour mieux avancer, il faut jeter un coup d'œil au rétroviseur. Et donc moi je me suis dit, effectivement, en jetant un coup d'œil sur mon rétroviseur, il y a des problèmes qu'il faut résoudre. Est-ce que là, ce n'est pas une manière de faire comprendre au collectif, tous les membres du collectif que vous faites partie, ou vous avez fait partie, que vous avez retourné la veste?
Mais vous savez, en politique, il faut être pragmatique. Aujourd'hui, nous faisons la politique pour le Congo. Nous sommes à l'étranger. Et dans un futur proche, il y a des hommes politiques congolais, il y a des candidats, ils veulent aller à l'élection présidentielle au niveau du pays. Et en étant à l'étranger, il y a eu des choses qui se sont passées ici. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui sont ici, qui ne se parlent pas, par exemple, avec d'autres Congolais, qui se revendiquent d'autres obédiences, ou bien d'autres partis politiques, du pouvoir, ou bien de l'opposition, et tout ça. Mais en réalité, nous sommes considérés, on doit se le dire, nous sommes considérés comme des gens qui n'existent pas. Là, je vais être franc avec vous. On se dit de l'opposition, mais celui qui n'avait pas le droit de vote. Par exemple. Et donc, dans ma réflexion, cette question a été évacuée, cette question a été traitée. Et je suis convaincu que dans un futur proche, il y aura des choses qui verront le jour, les Congolais vont voir. Et nous sommes en train de travailler, en train de mettre vraiment les choses à leur place, afin que tout ce qui est question genre, j'irai au pays, on va m'arrêter, est-ce que la candidature sera acceptée? Je pense que ces questions doivent être évacuées. Et moi, j'en ai pris la responsabilité de résoudre ces questions-là, de résoudre ces problèmes-là. C'est une réflexion collégiale, ensemble avec d'autres frères congolais, d'autres sœurs et tout, que les Congolais vont découvrir aux yeux de tout le monde, parce qu'on ne doit pas oublier, le pays, il est nôtre, c'est notre pays. Au-delà de tout, il faut une vraie remise en question. C'est bien beau de parler d'élections présidentielles, c'est bien beau de parler des primaires de la diaspora, mais en face, on communique avec qui? Avec les institutions de la République. Et donc moi, je me suis dit, avoir un projet de société, c'est bien. Les institutions aujourd'hui dirigées par Denis Sassou Nguesso, que la diaspora jusqu'à aujourd'hui a du mal à accepter en tant que président de la République, alors que c'est l'évidence qui est là. Mais je pense que celui qui a ses chromosomes en place, qui a ses neurones en place, ne dira pas ce que vous venez de dire, parce que partout au monde, il est reconnu, il est établi que le président de la République du Congo-Brazzaville, c'est bien M. Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, quand on parle d'élection présidentielle, il faut respecter les institutions de la République. Et le chef suprême, chef de l'État, chef suprême des armées, c'est bien M. Denis Sassou Nguesso. Mais vous savez, très cher Manassé, la question n'est pas sur l'homme. La question n'est pas sur l'homme. La question est sur le pays. Parce que nous allons passer. Les hommes y passeront. Mais la République restera. Et sur ce, aujourd'hui, il faut une vraie remise en question des fils du pays. Parce que moi, je suis jeune. Je suis jeune. Et le futur se prépare au présent. Le futur, c'est maintenant qu'on le prépare. Si nous prenons pas les choses en main, si nous ne nous attelons pas à se mettre ensemble pour apporter une pierre à l'édifice sur la maison Congo, mais la maison s'écroulera. Ça, c'est clair. Les problèmes, il y en a partout. Mais maintenant, si... Monsieur Poabou, on va revenir un peu sur cette question toujours de l'élection de 2021. Aujourd'hui, la diaspora, beaucoup crient sur les primaires de la diaspora. D'abord, lesquelles qui constituent la diaspora? Puisqu'aujourd'hui, on n'a pas un statut juridique pour dire que la diaspora, bien que nous avons eu un ministre congolais de l'étranger, mais la diaspora, il faut se le dire, c'est pas seulement la diaspora France. Il y a aussi les autres qui sont à travers le monde, les États-Unis, le Canada. Je vois beaucoup d'activistes de votre côté, de l'opposition, de la société civile, des activistes en gros. Mais les primaires de la diaspora, comment est-ce que vous pensez que cela peut être possible? Il faut souligner que dans la démarche qui est la nôtre, nous voulons qu'il y ait une vraie communication, un vrai contact entre les Congolais de l'étranger
et le pays. Nous n'avons pas encore obtenu un ministre des Congolais de l'étranger, comme vous avez su le dire. Il y a le ministre des Congolais de l'étranger, il y a un ministre qui est en charge des Congolais de l'étranger. Il y a le ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger. Il y a bien une coordination qui est là. Oui. Il y a une dame, une assistante qui s'occupe des problèmes, des questions. Mais là n'est pas le problème. Non, le problème sur l'organisation des primaires. Comment est-ce que vous vous organisez avant d'initier le ministre en charge des Congolais de l'étranger? Si parce que cette question ne regarde pas le ministre. C'est l'organisation de la société civile, la composition de la diaspora. Oui, si j'ai tenu à préciser qu'il n'y a pas encore un ministre en tant que tel, des Congolais de l'étranger, c'était seulement pour donner effectivement l'image que représentent les Congolais de l'étranger. C'est comme si c'était la République au niveau de l'extérieur. Et donc là, c'est un message que je fais passer au gouvernement de la République, au président de la République, chef de l'État, qui nomme le gouvernement, qu'il y a beaucoup à faire avec les Congolais de l'étranger. Il y a vraiment de la matière grise, il y a beaucoup de choses. Là vous répondez toujours pas à ma question. Moi, ça c'est une question qui va être regardée dans l'organisation, et bien évidemment, avec les Congolais de l'étranger. Mais ma question est de savoir comment est-ce que vous vous prenez pour organiser les primaires d'abord entre vous, au sein de la diaspora, sans pourtant associer encore le gouvernement, puisque vous ne pouvez pas les associer, vous les considérez comme le camp adverse, en quelque sorte. Oui. Les activistes, l'opposition. Comment vous vous préparez pour ces primaires? Et aujourd'hui, si le président de la République décide de nommer un ministre des Congolais de l'étranger, de séparer ce ministère, comme beaucoup des Congolais de l'étranger le souhaitent, est-ce que si on nomme un gars du PCT, les Congolais de l'étranger seront-ils d'avis pour cette nomination? Vous voyez, donc, quand vous avez posé la question en premier, vous avez aussi souligné qu'il y avait un ministre des Congolais de l'étranger. C'est pour ça que moi, pour répondre à votre question, j'ai préféré commencer à vous parler, de faire ce distinguo qu'il n'y avait pas encore un ministre en tant que tel des Congolais de l'étranger. Et quand nous avons dit tout cela, en ce moment-là, je pourrais vous dire, en ce qui concerne les primaires de la diaspora, c'est une consultation, c'est-à-dire que c'est une concertation, c'est un message passé avec tous les Congolais de l'étranger. C'est tous les, on dit bien les primaires de la diaspora. Parce que vous avez déjà eu organisé deux rencontres comme ça. Il y a eu le dialogue, je ne sais pas, il y a eu un grand forum des Congolais de l'étranger ici, où à l'issue de laquelle il devait se tenir un deuxième forum qui malheureusement ne s'est pas tenu. Il y a eu les Richard Baudry, Anthony Oulung qui ont tenu les leurs de leur façon. Il y a eu d'autres qui ont tenu aussi de leur façon. Mais comment est-ce que vous pouvez aller à des primaires pour aller choisir un candidat pour les présidentielles 2021, alors que déjà au sein de la diaspora, vous êtes divisé? Écoutez, monsieur le journaliste, vous savez, déjà, techniquement parlant, ce n'est pas un projet que je porte moi. Oui. Mais par contre, c'est un projet, en tant que démocrate, que je salue. D'accord? Et ce que j'ai compris dans cette démarche, c'est qu'ils ont voulu donner de la légitimité à un candidat qui sera issu de cette organisation-là. Ça sera aux Congolais d'en décider. C'est techniquement, peut-être, ils auront un fichier à faire. Il y aura des Congolais, peut-être, qui vont voter de Kinshasa, en passant par Cape Town, New York, Toronto et Paris. En ce moment-là, eux, ils auront ce candidat-là et il ira en bonne et due forme déposer sa candidature au niveau du ministère de l'Intérieur et être candidat si c'est accepté et battre campagne. Pour moi, cette question-là, à première vue, c'est comme ça que j'ai compris. Mais par contre, derrière, en ce qui me concerne, je me dis que ça soit un candidat déclaré d'incarner l'espoir ou un candidat issu des primaires de la diaspora, je pense qu'il y a des préalables à faire. Moi, je suis une personne, je sais comment reconnaître mes erreurs. Je sais comment reconnaître mes fautes. Il ne faut pas toujours jeter l'opprobre aux voisins, chez les autres.
nous ne sommes pas tous parfaits. Ceux d'en face aussi, c'est le pouvoir. Il y a beaucoup de choses que nous n'avions pas acceptées. Il y a beaucoup de malversations, que ce soit économique, que ce soit d'ordre sécuritaire. Il y a beaucoup de choses. Le pays va mal. Même eux-mêmes, les hommes du gouvernement, il y en a plusieurs qui disent que ben voilà, ça ne va pas. Il y a des arrestations ici et là. Il y a le maire de Brazzaville qui a été écroué. Et il y a plusieurs sujets qui y sont. Aujourd'hui, vous changez de langage. C'est pour faire comprendre à ceux qui vous suivent. J'aimerais bien que nous soyons plus clairs. Est-ce que vous êtes aujourd'hui pour, s'il y a un dialogue entre le pouvoir et toutes les forces vives de la nation, y compris celle de la diaspora? Est-ce que vous êtes pour ce fameux dialogue tant réclamé par l'opposition et par la société civile pour apaiser, faire asseoir les choses d'une manière plus concrète? Mais déjà, si vous voulez, là, je suis en train de vous faire comprendre, je suis en train de faire passer un message fort auprès des Congolais en disant que nous n'avons qu'un seul bien en commun, qui est le Congo. Et donc aujourd'hui, dialoguer n'est pas un problème. Dialoguer, c'est le Mbongi. Nous sommes des Bantous. Chez nous, quand il y a des problèmes, on se retrouve et on se parle. Mais il va falloir que ça soit de façon sincère et responsable. C'est pour ça que moi... Vous êtes d'accord d'aller au dialogue? Mais je n'attends pas qu'on me tende la main. Je vous dis que ensemble avec les autres, dans un futur proche, vous allez voir que les jeunes Congolais de l'étranger se sont retrouvés de tous bords. Se sont retrouvés pour parler Congo, conjuguer Congo, manger Congo. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, le Congo, c'est nous. La jeunesse congolaise, c'est le futur du pays. Le futur se prépare au présent. La population congolaise est à plus de 70% jeune. Aujourd'hui, il va falloir qu'on puisse sortir de ces vieux schémas. On doit sortir de ces clichés-là. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que cette jeunesse-là a toujours été stigmatisée. Écoutez, monsieur le journaliste, en 2015, le jeune qui avait 15 ans, aujourd'hui il a quel âge? 20 ans, il va avoir en 2021, il va avoir 20 ans. Là, il a 20 ans, 21 ans, il aura en 2021. Et donc là, ce jeune a 20 ans, il a le droit de voter. Si ce jeune-là est encore stigmatisé, si ce jeune-là n'a pas encore pris conscience qu'aujourd'hui, il faut avoir des valeurs, les valeurs de la République, parler avant tout Congo, changer les mentalités, mais le pays continuera à régresser. Les hommes vont passer, les hommes passeront, mais le Congo restera. Aujourd'hui, le président Youlou n'est plus, paix à son âme. Jacques Opango n'est plus, paix à son âme. Les Tchétchélé et autres ne sont plus de ce monde. Et même tout récemment, mon mentor politique, Marc Mapingu Mitumbi, il n'est plus de ce monde. C'est une façon de dire que le Congo, aujourd'hui, pour se reconstruire, je parle bien de la reconstruction du pays, nous avons besoin de s'asseoir, faire comprendre à ceux qui gèrent le pays qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et à dire aussi non à ceux qui se prennent pour des opposants, mais qui sont là en train de fustiger les autres à tout vent. Monsieur Poabou, nous avons suivi Pascal Tiati Mabiala intervenir et demander depuis toujours, ça fait peut-être la 3e fois qu'il intervient, pour demander à ce que l'on rallonge le mandat du président de la République, qu'on lui donne encore 2 ans pour une transition afin de pouvoir sortir de la grande porte. Mais Pascal Tiati Mabiala, dans ses propositions, veut exclure la société civile dans la commission de gestion des élections ou la commission électorale. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais déjà, il faut se souligner qu'il taxe les autres
des appendices du pouvoir, hein, donc ceux des partis du centre et tout. Mais moi, je tenais à dire à M. Pascal Thiatima Biala, secrétaire général de l'UPADS, président nommé de l'opposition par M. le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, que si ces partis-là sont les appendices du pouvoir, l'UPADS et lui-même, c'est la bouche du pouvoir. Parce que il fait vivre son parti par l'argent du pouvoir, il a un salaire, il a un budget qui va avec, dont il n'a pas mérité. Dont il n'a pas mérité. Nous devons être sincères. Mais il a le plus de députés au sein de l'Assemblée nationale. Non, il n'a pas plus de députés. Mais c'est pour ça ils ont le même... Non, écoutez. Vous savez, le fin stratège de tous, c'est le président de la République. Il y a eu la dislocation du MCDDI, oui. Création du Yuki. Dans les textes, le Yuki n'a pas assez de statut juridique, de forme. Non, n'a pas assez d'expérience, on peut dire, et tout. Mais par contre, le Yuki est assez représenté et autres. Et donc, de l'autre côté, on peut dire que le Yuki, aujourd'hui, donc, élection présidentielle 2016, le Yuki, on peut dire que le Yuki aujourd'hui a 4 ans. Mais l'UPADS a quel âge? Et donc, je pense que dans les statuts, juridiquement parlant, il y a aussi eu ce côté. Parce que je sais que l'UPADS et le Yuki, ils ont le même nombre de députés à l'Assemblée nationale. D'accord? Et M. Pascal Thiatima Biala, il n'a pas contesté les résultats des législatives. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, ça l'a arrangé. Parce qu'en ce moment-là, il a été désigné, nommé par M. Denis Sassou Nguesso, le président de la République, chef de l'opposition. Et ce que M. Pascal Thiatima Biala a omis de dire aux Congolais, c'est que dans ce rallongement, c'est son CDD. Il veut rallonger son contrat à durée déterminée qui devait prendre fin à la veille des élections présidentielles. Donc pour lui, un rallongement dont il parle, il parle de... mais non, mais il dit qu'il propose, il bien dit, c'est le deal, Il dit que les autres proposent quoi? Lui, il propose au président de la République d'un rallongement. Et de l'autre côté, en 2023, le président de la République ne puisse pas se représenter. Mais écoutez, ça c'est même s'asseoir tout nu dessus sur la Constitution qui lui permet de travailler aujourd'hui. Mais non, on doit sortir de ces choses-là. S'il y a un consensus, mais non, s'il y a un dialogue, mais non, écoutez. Ou on envoie un référendum tout simplement pour renvoyer ces élections. C'est quoi le problème? On va dire qu'à 8 mois, 9 mois, on ne peut pas... Non, écoutez. Il y a la crise financière, écoutez, monsieur, et la crise sanitaire. Monsieur le journaliste, là, je vous ai reçu chez moi. Oui. Si je n'ai pas eu à manger le matin avec ma femme et mes petits, oui. Vous ne pouvez pas savoir. Oui. Et l'organisation en interne, entre moi et ma famille, il n'y a que moi qui le sais. C'est réciproque. Et donc, je prends le Congo comme notre maison. Oui. Si aujourd'hui, nous avons des problèmes de finances et autres, et là, il y a aussi le Covid et tout ça, problème sanitaire, même dans d'autres pays, si on me dit qu'aujourd'hui, on va repousser les élections présidentielles par rapport à la crise sanitaire, moi, je serais partant. Pourquoi? Parce que même les organisations, tout ce qui est l'UEFA... dans la Constitution. Non. Il n'y a aucune disposition qui prévoit en cas de... Écoutez, s'il y a tremblement de terre, je ne le souhaite pas. Oui. S'il y a catastrophe naturelle au Congo. On a vu en France, par exemple, les élections, malgré le Covid, ils ont tenu quand même... Ils ont repoussé... Mais il faut voir le contexte. Il faut voir le contexte. Ils étaient en plein dedans. Et en plus, ils en ont discuté à l'Assemblée nationale, au Sénat et tout. Et en plus, après, qu'est-ce qu'on a vu? Ils se sont organisés, ils ont repoussé la date du deuxième tour. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est aux Congolais de résoudre les problèmes de leur pays. C'est aux Congolais de voir comment est-ce qu'ils vont organiser l'élection présidentielle. Mais moi, je pense que M. Thiatima Biala, comme vous l'avez dit, c'est une énième fois
qui demandent au président de la République de faire ce rallongement et autres. C'était même avant la crise sanitaire. C'était même avant. Et donc là, moi, je pense que la vraie question est sur le contrat à durée déterminée de M. Tcherti Mabiala, il demande à son employeur de lui faire un rallongement. Et ça, moi, je veux que la jeunesse congolaise puisse comprendre cela. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dupes. Moi, Gaylor Fortune Poabou, je ne fais pas partie de cette jeunesse-là qui est aveugle. Hier, j'ai eu à mener des contestations qui étaient légitimes. Et aujourd'hui, je pense que nous devons sortir. Est-ce que la légitimité de vos contestations dont vous réclamez, par exemple, il y a eu vos compatriotes qui ont brûlé l'ambassade du Congo en France, est-ce que ça, c'est vraiment une contestation légitime de brûler les édifices de la République? Vous savez, dans notre pays, nous avons connu des événements pires que ça. Il y a eu 93. Je ne parlerai pas de ce qui a eu lieu avant l'indépendance ou bien après l'indépendance, mais je veux parler au moins de ce que j'ai vécu. 93, 97, 2000, 2016. Il y a eu pire que ça. Au Congo même. Hein, au Congo même. Mais on a toujours trouvé des solutions. Il y a eu le Forum de la paix de 99, dont mon mentor politique était parmi les hommes politiques qui ont pris leur courage, pour organiser cette rencontre-là citoyenne entre les fils dignes du pays, ceux qui ont perdu le pouvoir avec le président Pascal Lissouba, et par le truchement du président Omar Bongo, Marc Mapingu, Mitumbi, il a été au cœur même de ce processus. Mais même en ce temps-là, il était incompris. En ce temps-là, il y a eu des anciens ministres de l'ancien pouvoir qui étaient à l'étranger, qui étaient contre ce forum de la paix. Mais le temps est le maître de tout. Qu'est-ce que nous avons constaté? On a constaté ceux qui étaient contre se sont retrouvés au gouvernement à un moment donné. Donc nous devons arrêter ça. Moi aujourd'hui, sortir cette forme de contestation contestataire, c'est devenir une force de proposition. Je trouve qu'il est important que les jeunes Congolais puissent comprendre ce message-là et de s'approprier de la politique. Parce que la politique, si tu ne la fais pas, c'est elle qui va te faire. Alors, quand tu ne fais pas de la politique, oui, tu subis. Monsieur Poabou, aujourd'hui, quand on vous suit, vous êtes tout à fait d'accord de pouvoir apaiser des choses, quand on comprend votre langage, de pouvoir amener le Congo à un stade où tous les fils et toutes les filles du pays doivent s'unir, s'entendre, dialoguer et parler. Mais ce retournement, s'il faut le dire, même si vous refusez le terme, mais moi je préfère bien utiliser ce terme, ce retournement, est-ce que qu'est-ce que vous pouvez apporter de mieux pour améliorer la situation que l'on a vécue ou que vous avez vécue hier? Monsieur le journaliste, vous savez, nous sommes en France. La France a été entre les mains des Allemands. Mais aujourd'hui, je pense que l'allié direct, fort de la France, c'est l'Allemagne. Et donc pour moi, je trouve rationnel de m'asseoir avec mon semblable. Et surtout, les compatriotes. Et ça, je tenais vraiment à le souligner. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui, il faut aussi savoir que ce soit en économie, que ce soit en politique, tant qu'il n'y a pas des hommes, il n'y a rien. La base, ce sont les hommes. Mais quels hommes? Les hommes qui pourront être une valeur ajoutée. Et moi, je suis convaincu que je serai une valeur ajoutée pour mon pays. J'en suis redevable à un moment donné, parce que je vous dis sincèrement, si je suis parti du Congo, c'est grâce
au pays. C'est le pays, via une bourse, via l'excellence de mes notes, ça m'a permis de sortir, de venir poursuivre mes études à l'étranger. Et après tout ce qui s'est passé, et en étant un sachant, il y avait des choses que moi, je ne pouvais pas supporter. Et donc aujourd'hui, je me dis, ces choses-là sont diagnostiquées, sont connues. Et le problème de notre pays aujourd'hui, c'est une question des hommes qualifiés, les hommes qu'il faut à leur place. J'en appelle à toutes les intelligences, aux jeunes Congolais, surtout aux jeunes. Moi, je m'adresse aux jeunes, parce que nous avons nos problèmes à nous. J'ai pas un problème avec les vieux, mais je pense qu'ils ont des contentieux historiques. C'est des champions des messes basses et tout. Mais moi, je demande à la jeunesse congolaise, qui est assez représentante dans notre pays, hein, de dire non à ces hommes politiques-là. Parce que là aussi, il y a un problème. Nous avons aussi un problème d'hommes de qualité dans cette soi-disant opposition. Donc aujourd'hui, si le président de la République rajeunit son équipe du gouvernement à l'Assemblée nationale en passant par le Sénat, je pense que vous n'aurez pas assez de contestation à faire par rapport à ça, puisque vous qui êtes de la jeunesse, vous ferez certainement partie prenante de cette équipe que peut-être le président de la République pourrait dans l'avenir remanier, rajeunir. Est-ce que vous allez continuer, même au sein de l'appareil de l'État, à faire des contestations comme vous l'avez fait hier? Vous savez, ce que moi je veux, avec les autres, avec mes amis, ce que nous voulons, c'est que nous ayons un État responsable. Le problème n'est pas rajeunir tout le gouvernement ou bien toutes les institutions de la République. Mais le problème, c'est la qualité. Je tenais à le souligner. C'est la qualité des jeunes, des hommes qu'on va mettre au poste des responsabilités. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes nommé, 6 mois après, c'est les détournements des fonds et autres malversations. Ça, nous disons non. Nous avons aussi vu des jeunes aussi qui ont été mis aux responsabilités, souvent, mais qui ont... Souvent, c'est des jeunes qu'on prend par affinité, parce que, tels que Léonidas Motom Karel Mamona, tels que la destinée Doukaga, ministre de la Jeunesse, ce sont là des jeunes qui sont issus de la diaspora, mais qui ont été silencieux, qui n'ont jamais participé à des événements de la diaspora, qui ne sont pas les têtes connues de la diaspora. Est-ce que vous n'avez pas peur, demain, si on choisit dans la diaspora, qu'on choisisse des gens inconnus de la diaspora pour pouvoir faire partie de ces équipes, ou que le choix du président soit porté selon sa volonté et non selon ce que vous, la diaspora, vous proposez, la jeunesse de la diaspora surtout? Je vous ai parlé du changement des mentalités. C'est ça. Le premier citoyen de notre pays doit s'ouvrir, doit comprendre que on doit prendre ceux qui ont le mérite. Mais quelque part aussi, il faut comprendre qu'on ne peut que prendre ce qu'on a en face. Et donc nous, si aujourd'hui, on se braque, on ne va pas vers les autres, comment est-ce qu'on va savoir que M. Gangoué a des envies, sinon il est compétent dans tel ou tel domaine? C'est pour ça que j'en appelle à la prise de conscience des jeunes du pays. L'avenir, c'est nous. C'est là qu'il faut s'organiser pour répondre positivement aux problèmes du pays. Les qualités, il y a des jeunes docteurs, ingénieurs et autres ici. Mais la réflexion que nous avons menée avec mes amis, c'est pour résoudre ces genres de problèmes. Les Congolais vont voir qu'effectivement, comme le président Macron, c'était un banquier et tout, il s'est émis dans la politique. Aujourd'hui, il est au service de son pays. Le problème chez nous, c'est que le jeune du pays, le jeune Congolais, a abandonné
son pays. Il a abandonné la politique, il ne veut pas faire de la politique parce qu'il y a plusieurs coups, il y a plusieurs choses. Et donc même ceux qui gèrent le pays, ils doivent aussi savoir que la tempérance, le respect de soi, le respect de l'homme, la vie est sacrée, c'est utile, très utile pour le bien de notre pays. Parce que si nous perdons aujourd'hui des jeunes compétents, le pays va régresser. On parle de problèmes d'éducation, de scolarité, par exemple, à Infondo. Moi, j'ai vu sur la toile une photo d'un député devant les cases d'école, mais je vous assure, mais j'ai eu envie de craquer. Mais là, j'ai eu envie de craquer. Et moi-même, j'ai étudié en Caï, j'ai étudié à Pointe-Noire, j'ai étudié dans le Kwilu profond. J'étais au lycée du Kwilu de Madingokai. Et c'est des bâtiments qui ont été, c'est un don de Total et tout. Il y a même des plaques solaires là-bas. La nuit, à 22 h, il n'y a plus d'électricité et tout. Hein, ça, c'est à notre époque. Hein. Je ne sais pas actuellement si c'est toujours bien entretenu. Mais ça n'a pas empêché aux enfants qui partaient de... Ceux du Kwilu vont comprendre, vont mieux me cerner. Qui partaient de Wolmoni, de Tanindombi, de Tizalamou, jusque même à la frontière du Gabon là-bas, à Tietie, dans le sous-préfecture de Nzambi, pour venir étudier là, à Madjonkai, au lycée du Kwilu. Moi, j'y étais. Ça ne m'a pas empêché d'être parmi les meilleurs. Ça ne m'a pas empêché d'obtenir une bourse. Je venais de le dire qu'aujourd'hui, c'est le pays. Donc aujourd'hui, et j'ai même appris que le pays octroie des bourses aux jeunes, oui, c'est vrai, mais le suivi n'est plus le même. Aujourd'hui, il y a des problèmes de bourse. Vous avez parlé de la contestation et tout. Mais moi, je sais ce que c'est vivre pendant 13 mois, 14 mois sans bourse à l'étranger. Mais monsieur le journaliste, je vous dis que c'est très difficile. Si moi j'avais abdigué, si moi j'avais abandonné, aujourd'hui, je ne serais pas une valeur ajoutée pour le pays. Mais c'est vrai, moi peut-être j'ai été fort d'esprit. Je me suis dit non, j'ai une mission. Je vais atteindre mes objectifs. Et aujourd'hui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Si aujourd'hui, je suis ce que je suis aujourd'hui, j'en suis redevable aussi pour le pays. Bien que tout n'était pas rose. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de rose sans épines. Mais par contre, problème nayo, problème yangé, nayinzo yangé, ce sont tes problèmes. Donc il n'y a que ces jeunes-là, il n'y a que ensemble avec nos aînés qu'on peut réorienter l'avenir de notre pays. Tout à fait. Alors, Monsieur Guelor Poabou, nous sommes à la fin de notre entretien, de cette première partie de notre entretien, parce que nous y reviendrons. Les sujets qui fâchent, nous allons parler avec vous, parce que vous avez été longtemps dans la contestation, et aujourd'hui, vous êtes prêts à tendre la main, ou vous tendez déjà la main à tous les fils et à toutes les filles du Congo pour s'asseoir, discuter, parler, parce que vous voulez voir un Congo meilleur, un Congo d'avenir. Alors, quel est votre dernier message à l'endroit de ceux qui nous suivent pour cette première partie? Je rappelle bien, nous reviendrons toujours avec M. Guelor Poabou à la deuxième partie de cette émission que nous allons vous proposer très prochainement pour continuer à débattre sur le Congo. Quel est votre mot de la fin? Mais pour conclure, mon très cher M. Gongui Manassé, oui, je vais paraphraser le président Abdoulaye Wade, qui disait que « Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. » C'est par ces mots que je vais demander aux jeunes de notre pays, aux jeunes du Congo, de se prendre en charge, de s'approprier de la chose politique de notre pays. Le président Macron, il a été élu président, il avait 39 ans. Le futur se prépare au présent. C'est maintenant que nous devons résoudre les problèmes que nous avons. Parce que les problèmes des jeunes,
des vieux se retrouvent toujours. Le Congo est notre bien commun. Le Congo en ligne de mire. Nous allons parler Congo, nous allons conjuguer Congo. Ça sera mon mot de la fin. Merci beaucoup pour nous avoir reçus chez vous et merci pour cet entretien. D'ailleurs que, comme je l'annonce, je l'ai annoncé tout à l'heure, amis téléspectateurs, que c'est notre première partie d'entretien. Nous allons revenir sur une deuxième partie parce que vous êtes une personnalité phare de cette jeunesse de la diaspora, une figure emblématique. Et donc, vous avoir tout le temps sur notre plateau, c'est un honneur. Alors, chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis au prochain numéro et à très bientôt. Ciao. Merci.